c'est bon. Ok. Donc, Monsieur Louissin, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bon, je suis Louis Saint-Franck, mon nom d'artiste Franck Louissin. Donc, je suis restaurateur également, artiste peintre et restaurateur. Et je suis également enseignant, j'enseigne à l'École nationale des arts depuis sa fondation, depuis 1983. En gros, c'est ça, Louis Saint. Alors, quelle a été votre première rencontre avec le Centre d'art? Dans quelles circonstances, quand et avec qui, ou grâce à qui, avez-vous connu le Centre d'art? Je suis entré au centre en 1969. Donc, j'ai commencé à peindre depuis 1967, à étudier et commencer à pratiquer. Quand j'ai rencontré un ami qui fut un condisciple, qui peignait également, il est mort malheureusement, il s'appelle Daniel Aurelius. Et je l'ai rencontré par hasard et puis ça fait longtemps, ça faisait longtemps. On était tout étonnés de se rencontrer et il me racontait qu'il peignait. Je lui ai dit, moi également, je peins. Et à ce moment, lui, il était déjà au centre d'art. Il était au centre d'art, donc, et puis il m'a dit, ah mais ce que vous faites là, c'est... Il était venu me visiter, bien sûr. Il m'a dit, ce que vous faites là, c'est pas mauvais, donc je peux quand même vous aider à rentrer au centre d'art. Ça m'intéresse, bien sûr. Il m'a fait rencontrer un maître qui allait devenir un ami, un bon ami à moi. C'est Murat Brière, sculpteur. Donc, il m'a présenté à Murat Brière, qui était assez important au centre à l'époque. C'était un sculpteur assez apprécié. Il a vu, Murat Brière, ce que je faisais. Il m'a dit, bon, donc, et vous allez faire 2 petits tableaux. J'ai fait 2 petits tableaux. Et à l'époque, c'était un marché, une scène de marché, et puis avec une église d'où sortaient des noces, un mariage. Et puis avec ces 2 petits tableaux, c'était 18-24, je crois, et j'ai été le trouver, et puis il m'a emmené au centre d'art. Donc les 2 petits tableaux étaient tout à fait bien reçus au centre. Vous les avez encore, ces petits tableaux? Ah non, malheureusement. Alors l'histoire, ces 2 petits tableaux, parce qu'à l'époque, on amène les œuvres pendant la matinée et puis on doit revenir dans l'après-midi si on les achète ou bien si on va les garder en consignation. Généralement, on les gardait en consignation. Et puis, donc, Francine Murat, la directrice qui était là, donc, qui m'avait reçu et qui avait vu les tableaux, et il m'a dit, bon, vous pouvez partir, vous allez revenir dans l'après-midi. Et puis, parce qu'on les avait achetés également, immédiatement, on les avait achetés de moi. On m'avait donné, je crois, $5 pour l'un et $10 pour l'autre. Ils n'étaient pas de même dimension, je me rappelle. Donc, j'avais $15 à l'époque. Et puis, on m'a dit que je dois revenir dans l'après-midi pour prendre l'argent. Et alors, à ce moment, le centre était à la rue de la Révolution, à la rue de l'Enterrement, à l'époque. Donc, et puis, j'ai fait un petit tour en ville. Je suis revenu dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, quelqu'un qui était là, qui s'appelait Jacques Laroche, et, il était artiste également, mais il était un employé du centre. Il ne peignait, il n'était pas un peintre professionnel, mais il peignait, donc, mais il était plutôt employé du centre d'art. Il s'occupait de la vente des toiles, etc. Et lorsqu'il m'a vu revenir, il m'a dit, en créole bien sûr, à la nègre chance, papa. Donc j'ai été bien chanceux parce que j'ai apporté, il ne savait pas que j'avais vendu les tableaux au centre. Il croyait que les tableaux m'appartenaient encore. Quand je suis revenu, il m'a dit, ah ben mon choqué chance, 2 petits tableaux pour tes matins puis au Catavon. Donc on les avait achetés. Mais qui ont alors peut-être, je ne savais même pas, je ne savais pas qui, mais c'est quand même des visiteurs qui étaient venus au centre, peut-être des touristes ou quoi, je ne sais pas. Mais c'était des étrangers, inévitablement, ce n'était pas des Haïtiens qui les avaient achetés. Il y avait beaucoup de touristes. Ah oui, à l'époque, oui, il y en avait beaucoup. Bon, c'était la fin. En réalité, les années 70, on va voir un peu la fin de cette affaire. Donc, on va commencer à avoir moins
avoir moins de visiteurs, moins de touristes, mais surtout des collectionneurs qui venaient, qui connaissaient le centre d'art, qui venaient et qui achetaient. Mais ça diminuait le flot de touristes qu'on avait, ça avait diminué considérablement. Alors, Donc à ce moment-là, les 2 tableaux étaient déjà vendus. Et puis on m'a donné les $15, on m'a encouragé à aller continuer à peindre. Alors c'est toute une histoire. C'est toute une histoire parce que moi, oui, c'est toute une histoire parce que ces 2 petits tableaux, évidemment, je n'avais pas une tendance primitive, mais inévitablement, je tâtonnais, donc les toiles, mauvais dessin, etc. Donc j'étais malgré moi primitif. Donc, mais le centre aimait ces 2 petits tableaux parce qu'on sait qu'on favorise en quelque sorte l'art naïf à côté de l'art moderne. Mais moi, je voulais être un classique. C'est pour ça que j'ai étudié. J'appliquais la perspective dans les 2 premières toiles. Donc, malement. Donc, mais en continuant à étudier, vous voyez, les choses ont changé. Mais on me répétait constamment, même la directrice du centre d'art me dit tout le temps, mais Franck, vous ne vous rappelez pas ces 2 première petite toile. Parce qu'entre-temps, j'applique la perspective, je commence à être réaliste, plus ou moins, mais malement. Mais on ne m'encourageait pas dans cette voie. Mais malheureusement, c'était mon style. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Je suis réaliste. et alors justement, c'était le type d'enseignement, cet enseignement-là, vous l'avez reçu au centre d'art ou ailleurs? J'avais reçu une partie au centre d'art. Au début, j'avais eu des cours par correspondance à l'ABC de Paris. Vous voyez, donc un ami qui étudiait à l'ABC de Paris, qui me passait en quelque... et les notes, et les copies. Donc, j'ai eu une formation à distance, donc à l'ABC de Paris. Mais pendant environ 2 ans, pas vraiment. Ça ne durait pas beaucoup. Mais j'ai étudié, je suis autodidacte, je me suis acheté des livres, tas de livres, etc. Je vais dire. Et je suivais également des cours au centre d'art, parce qu'il y avait une école au centre. Il y avait des cours de quoi alors? Cours de dessin et de peinture au centre. Donc, et j'allais devenir professeur également après. Donc, mais au début, quand je suis arrivé en 69, je suivais les cours de dessin et de peinture qui se donnaient par Antonio Joseph, le maître, et par Gessner Armand. Ouais, Justin Armand donnait des cours de couleur et Antonio des cours de dessin. Donc je suivais ces cours, j'ai eu même un certificat du centre attestant que je suivais des cours de dessin et de peinture au centre au début. Oui, c'est là, toutes les pièces sont là. Si vous voulez les voir, je vous les montrerai après. Donc, alors là, et puis après en 79, je suis devenu professeur de dessin avec Antonio, Gessner avait laissé entre-temps. Vous étiez combien de professeurs au centre d'art? On était toujours 2, mais il n'y en avait pas plus que 2 pour un cours. Mais à un certain moment, Antonio voyageait, moi aussi, j'étais plus ou moins pris, donc je fais venir des diplômés de l'École nationale des arts pour continuer à travailler. Même, par exemple, Jean-Ménard de Renoncourt, qui est professeur à l'École nationale des arts, et d'autres étudiants aussi. Donc, étaient venus enseigner au centre parce que Antonio n'enseignait plus. Moi, très rarement je donnais des cours, mais c'était surtout ces étudiants qui allaient prendre la relève. Alors, est-ce que dans les années 70, la demande pour des cours c'était important? Et très important, jusque dans les années même 90. Vous voyez, donc les années 70, 80, il y avait beaucoup de demandes. Le centre d'art, on a eu toujours beaucoup d'étudiants à ces cours. Combien d'étudiants à la semaine? Et on donnait des cours seulement le samedi. C'était seulement le samedi. Et certaines fois le vendredi, moi aussi j'avais des cours particuliers. Donc je donnais à des groupes d'architectes, d'ingénieurs qui voulaient parfaire leurs dessins artistiques, ceux qui préparaient des portfolios pour l'étranger. Donc je donnais des cours particuliers. Et je le faisais pendant le vendredi. Mais le centre, c'était toujours le samedi matin. Le samedi matin, mais pendant les vacances. On travaillait le samedi et le jeudi aussi. Mais pendant la période scolaire, c'est seulement le samedi. Mais il y en avait toujours beaucoup d'élèves, une trentaine, quarantaine d'élèves à suivre les cours. Et qui était alors le public qui composait ces élèves? Mais ils venaient de toutes parts.
Il venait de toutes parts, de toutes parts. Donc, surtout, il y avait une bonne quantité d'intellectuels, bien sûr, des gens capables d'assimiler les cours, mais il y en avait aussi des gens de la classe moyenne, il y en a des gens, des protégés, des favorisés que l'on voit, qui ont une certaine aptitude, qui avaient une certaine aptitude, on les encourageait à venir suivre des cours. Il y en a qui viennent d'eux-mêmes. Donc, on ne pouvait pas les refuser, il n'y avait pas de restriction. Donc, c'est pour cela aussi, à un certain moment, quand ils sont trop nombreux, on formait deux classes plus avancées, moins avancées, des gens qui sont capables d'assimiler et d'autres qui n'ont pas tellement un bagage intellectuel pour ne pas déranger le cours, pour ne pas empêcher ceux qui peuvent aller un peu plus vite. On faisait deux groupes ceux qui n'ont pas vraiment un bagage intellectuel. Et à un certain moment aussi, on avait demandé et un certain niveau classique aussi. Alors de pratique. Oui, non, de connaissances, et parce que on voyait que ça donnait des problèmes. Parce que par exemple, moi qui enseignais, parce que tout le temps, depuis toujours, j'enseignais seulement le dessin de précision, la perspective et l'anatomie, le dessin du corps humain. Donc il vous faut une certaine connaissance intellectuelle pour pouvoir assimiler ces cours. À ce moment-là, on demande un niveau intellectuel, un niveau classique, et seconde, même si on ne demande pas les bacs, on demande au moins que la personne ait atteint au moins la troisième, la seconde pour pouvoir assimiler ses cours. Et on faisait deux classes. Et donc ceux qui sont moins avancés, donc, Oui. bien. Donc en fait, le centre entre le projet de DeWitt Peters en 1944 et cette époque-là a quand même un peu évolué, parce qu'en 1944, il était quand même largement ouvert à toute la population. Ouais, toute la population. Et là, progressivement, on établit quand même une distinction. Ouais. Même, écoutez ça, même pendant DeWitt, on les séparait. Et c'est ce qui va donner cette scission que l'on a fait dans les années 50, lorsque Dieudonné Sédor et Néhémie Jean et Lazare, tout cela, allaient laisser le centre pour former l'académie et pour former les arts plastiques et le foyer des arts plastiques. Donc, c'est justement, il y avait cette séparation. Il y avait deux classes quand même, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui étaient là-haut, je crois, et les intellectuels qui étaient là-haut. Je ne me rappelle pas exactement si c'était les intellectuels qui se trouvaient là-haut, mais je crois que c'était les intellectuels qui se trouvaient là-haut, qui suivaient des cours de dessin, normalement, les modernes, qui allaient donner les Lusturnier, les Antonio Joseph, tout ça, etc. Les modernes. Et on avait les primitifs en bas. Ouais, de temps à autre, les primitifs auraient aimé aller voir ce qui se faisait là-haut. Donc, mais c'était un petit peu, et on les empêchait un petit peu, juste, mais c'était tout simplement pour ne pas les influencer. Parce que DeWitt avait remarqué une chose, et tout le staff à l'époque, on ne voulait pas, parce que c'est pour ça qu'on disait que le centre a été le berceau de l'art primitif. On croyait que le centre favorisait les naïfs, mais au fond, le centre a donné des modernes aussi. Le centre était la première école, une école organisée de dessin et de peinture, de cours de dessin et de peinture. Donc il y avait de grands maîtres qui venaient enseigner, donc, qui venaient des États-Unis, qui venaient de Cuba, tout ça, etc. Et normalement, DeWitt et les autres qui l'accompagnaient ne voulaient pas que les primitifs soient influencés, parce qu'ils avaient tellement cette capacité de s'exprimer, leur façon de s'exprimer ne voulait pas qu'ils soient dérangés par quelques cours de dessin. On les laissait s'exprimer librement. Donc c'est pour cela qu'on ne voulait pas. Ce n'était pas vraiment une discrimination, mais il y en a qui le prenaient ainsi. Oui, donc, mais la séparation était toujours là. Hein. En effet. Oui, je comprends. Alors, quelles étaient les relations justement à ce moment-là, on va dire dans les années 70 et même plus tard, avec notamment l'avènement, donc d'une part en 72 du musée d'art haïtien et ensuite de l'ENART. Quelles ont été les relations du centre d'art avec les différentes institutions? Oui, bien, donc je crois que le centre a été non seulement la base
Et le centre, si vous... Juste une petite enquête, vous allez vous rendre compte que c'est le centre qui a alimenté le musée du Collège Saint-Pierre. Ce sont des œuvres venant du centre d'art. Parce que tous les anciennes toiles viennent du centre. Toutes les anciennes toiles. Les Wilson Bigot, les Hector Hippolyte, tout ça, etc. Ça a été une donation du centre. Donc il y a toujours eu de bonnes relations, surtout avec Pierre Monosier, qui était le directeur du musée du Collège Saint-Pierre. Donc, et Pierre Monosier était co-directeur du centre également. C'est lui qui remplaçait Francine lorsque Francine était en vacances. C'était Pierre Monosier qui remplaçait Francine. Donc il y avait une étroite relation, de bonnes relations entre le musée et le centre d'art. L'ENART, c'est pareil. Parce que moi, je fus le premier professeur et j'étais l'un de ceux qui ont mis l'ENART sur pied. Parce que je travaillais même avant l'ouverture de l'ENART. Je vous disais qu'il y avait l'atelier de restauration qui était là. L'école n'était pas là encore. Donc ça a commencé en 83, au mois d'avril environ 83. L'école, on allait attendre jusqu'au mois de septembre, au mois d'octobre pour voir l'école. Donc on a travaillé sur le curriculum de l'école, tout ça. Et je suis du centre, c'est le centre. Alors qu'est-ce qui distinguait finalement le centre d'art de l'ENART? Non, l'ENART c'est une école. Le centre a été une galerie quand même, une galerie qui vendait des œuvres. Donc, mais il ne voulait pas se détacher. Le centre tenait à garder jusqu'à la fin son école. Pour ne pas être une galerie comme les autres, tout simplement une galerie. Donc on donnait des cours, il y avait toujours des cours de dessin, des gens passent, des gens repassent, donc il y avait toujours ces cours de dessin. Au début, comme je vous disais, Antonio était responsable, à un certain moment c'était moi. Quand je ne pouvais plus, je donnais aux autres, je suivais, quand même à distance. Ouais, j'apportais mon aide. Est-ce que vous connaissiez, vous étiez impliqué dans le fonctionnement administratif du centre, non. dans sa gestion? Non. Est-ce que vous saviez? Non, malheureusement. Bon, j'ai dit malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi. À ce moment-là, il y avait j'ai... personne qui administrait le centre en dehors de Francine. Le centre a eu toujours un conseil. Le conseil, à l'époque, au début, il y avait des artistes. Alors, au début, et c'était toujours les mêmes. On a eu Jasmin Joseph, on a eu Hugo Benoît, qui étaient des artistes faisant partie du conseil. Ils étaient membres. Mais après eux, on n'a jamais renouvelé. On n'a jamais mis d'autres artistes au conseil. Donc, bon, moi qui suis un enfant du centre, parce que j'ai grandi au centre, donc il y a eu toujours des problèmes. Les problèmes, partout, on rencontrait des problèmes. Par exemple, moi, je ne faisais pas partie du conseil. Et comme je vous disais, je suis un produit du centre. Parce que le centre, dès mon début, je suis entré au centre. Et j'ai eu des conseils de Francine, d'Antonio, de Rigaud, de Jasmin, de Gessner Armand, tout cela, donc, et même de Lustionné. Je crois que l'un des plus beaux tableaux que j'ai eu à faire, au début, mon premier tableau que j'ai apprécié le plus, c'était Lustionné qu'il avait acheté, donc où je sentais le réalisme venir, et donc c'est Lust qu'il avait acheté. Et moi, personnellement, avec ce tempérament de perfectionniste, donc... je voulais toujours aller. J'essayais d'atteindre la perfection, ce qui est impossible. Donc, ça vous pousse, parce que vous pensez que vous pouvez. Et je faisais toujours des études, des recherches, etc. Et à l'époque où je suis entré au centre, j'ai eu ma première exposition, ma première grande exposition individuelle en 79. Et après 79, j'allais avoir mes 20 ans au centre. Ça, c'était pour mes 10 années au centre. Et en 89, je vais fêter mes 20 ans au centre. J'allais fêter mes 20 ans au centre. J'ai eu une grande exposition au centre, une rétrospective avec tous les anciens tableaux, les choses, etc. Et ça a été une exposition extraordinaire. Et je l'ai eu après à Chicago,
toutes les expositions presque à Chicago. Et alors, Francine, à l'époque, Francine c'était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un que l'on appréciait. C'est quelqu'un aussi qui... Elle ne fonce pas. Ce n'est pas une personne qui va essayer, qui va prendre des chances, qui va faire des choses. Elle était traditionnelle, traditionnaliste, hein, conservatrice en quelque sorte. Donc, elle ne croit pas. Quand j'ai eu à faire cette exposition, pratiquement, comme pour tous les artistes, on avait toujours besoin de concours du centre, concours financier bien sûr, pour réaliser les encadrements. Et moi, avec le réalisme, ce style que j'essayais d'implanter en quelque sorte, parce que en quelque sorte, je suis le père du réalisme en Haïti. Ouais, donc tous les autres viennent après moi. J'ai dû insister pour implanter le réalisme, ce réalisme en Haïti. Et quand je devais faire cette exposition, je disais à Francine donc, qu'elle devait me supporter pour réaliser l'exposition. Et le centre, Francine personnellement, et le centre en général, ne croyait pas dans les encadrements sophistiqués, tout cela, etc. Et nous, les contemporains, nous, les modernes, tout cela, donc l'encadrement n'est pas un supplément, c'est comme un complément pour nous. Ouais, nous voulons avoir de grands encadrements. Donc Francine n'était pas disposée à m'aider au-delà je ne dirais pas de ses moyens, mais dans cette logique. Ouais, donc, et moi, qui voulais coûte que coûte avoir ces encadrements, et donc ce que Francine disposait pour m'aider ne suffisait pas, bien sûr, parce que j'ai eu de grandes pièces, de grands tableaux. Et à l'époque, il y avait la Galerie Nader qui faisait des encadrements. C'était un atelier aussi qui faisait des encadrements, et c'était à la Galerie Nader que j'avais remis les toiles à encadrer. Et Nader, lui, qui sentait que j'avais une certaine difficulté économique, il m'a fait en intelligent qu'il est, il m'a fait des offres. Et il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, si vous ne pouvez pas me payer tout cela d'un seul coup, donc on peut s'entendre, vous pouvez me faire une ou deux toiles, et donc, pour compenser tout cela. Donc ça a été une bonne occasion pour moi. Je lui ai dit, bien d'accord. Donc c'est à ce moment-là que je vais, parce que j'avais 20 ans de fidélité au centre, sans jamais donner mes toiles ailleurs. Seulement le centre. C'est après cette exposition de 89 que je vais donner des tableaux à la galerie Nader. Et cela n'a pas plu à Francine. Comment a-t-elle réagi? Non, on est restés amis quand même, mais c'est pour cela aussi qu'on va voir plus loin. Donc, du fait que j'ai laissé, je ne suis plus du sang, en quelque sorte, parce qu'à ce moment-là, je vais avoir des expositions aussi avec Nader. Immédiatement, à la fin de l'année, parce que j'ai eu, en 90, je vais avoir une grande exposition avec la Galerie Nader. Donc, je commence à avoir des expositions ailleurs. Et j'ai l'impression, et je le lui avais dit aussi, je disais à Francine que vous ne m'aviez pas présenté également lorsqu'on devait renouveler le conseil du centre. C'est à ce moment-là qu'on va avoir Lorraine Mangonnaise, fille d'Albert, vous voyez, parce que c'était Albert, le père, qui faisait partie du conseil. Il y avait Antonio Joseph père qui faisait. Maintenant, vous avez Antonio Joseph fils qui est du conseil également. Donc, vous vous êtes senti écarté? Oui, justement. Donc, il ne m'a pas présenté. Vous voyez, comme membre. Donc, c'était pour cette affaire. Vous voyez, donc, il me le disait. Hein, mais après aussi, je lui ai fait la reproche.
Donc je lui disais, mais Francine, je ne vois pas pourquoi. Et je crois qu'il s'était revenu un peu sur sa décision. Et il m'avait présenté quand même. Donc, mais à ce moment-là, donc c'était déjà fait, etc. Bon, Ça, c'est en 2009. je ne me rappelle pas exactement quand. Pas en 2009, en 2009, 2010, le tremblement. Bien avant, non, ça doit être 2000, 2005, 2006. Parce que ça quand même a quelques années. Mais vous disiez que oui, il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait plus d'artistes à un moment donné dans le conseil, mais il y avait quand même Antonio Genève. Oui, mais Antonio, non, mais Antonio, lui, il était non seulement artiste, on ne l'avait pas mis comme artiste. On n'avait pas mis comme artiste, vous voyez, donc il était comme l'un des fondateurs, ou quoi, etc. Donc il n'était pas comme artiste, c'était plutôt Hugo, c'était plutôt Jasmin, qui encore, je ne me rappelle pas, il y avait deux que je n'ai pas retrouvés, qui étaient déjà morts lorsque je suis arrivé au centre. Alors, est-ce que Francine, vous diriez que finalement elle avait une relation un peu exclusive avec les artistes, enfin quand vous dites que ça ne lui a pas plu, que vous alliez... Bon, non, mais c'est tout à fait normal, parce que diriger une institution, c'est pas facile quand même. Et donc en général, elle s'attachait l'exclusivité des artistes, les artistes restaient fidèles au centre. Oui, c'est quelque chose. Même la galerie aime ça. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Le centre également, les autres galeries, tous. Vous voyez, quand je suis allé à la galerie Nader, j'ai fait exactement 20 ans aussi avec Nader. Avant de les laisser, je l'ai laissé là en 2009, avant le tremblement. 2009-89, ça fait 20 ans. Oh, bon, donc, et ensuite le tremblement, donc c'est la rupture en quelque sorte. Donc j'étais fidèle à Nader également. Je faisais des expositions que chez Nader, le centre et Nader. Donc j'étais toujours resté au centre, j'enseignais toujours au centre, je n'avais pas laissé le centre. Ouais, je faisais encore des expositions au centre. Les cours ont duré jusqu'à quand au centre? C'est le tremblement qui a tout détruit. Donc les cours étaient... Ah oui, oui, samedi. Et même moi aussi, j'avais un cours de perspective avec d'autres étudiants au centre, des étudiants de Nantes. À l'époque où vous étiez enseignant, est-ce que les étudiants payaient pour les cours? Une contribution, pas vraiment une grande chose. C'était la même, du même montant pour tous les étudiants? Oui. Et il y en avait C'est comme des frais pour le fonctionnement, des frais pour le matériel, etc. Donc, mais ils ne payaient pas vraiment quelque chose de substantiel. Moi, comme professeur, je ne touchais pas comme professeur. Non, je donnais mes services au centre. Vous étiez ouais. où il y avait d'autres enseignants comme vous qui étaient... Et Antonio non plus, mais ceux qui venaient de l'extérieur, comme Mina par exemple, il gagnait quelque chose quand même. Donc on lui donnait quelque chose. Mais moi, absolument rien. Donc c'était un devoir pour moi de le faire, parce que comme enfant du centre, comme... Ce volontariat, pour vous, c'était important? Oui, bien sûr. Donc parce que c'était comme une grande famille, hein, le centre. Le centre, malgré les divergences, un petit problème, partout il y en a. Donc, même Francine et Antonio ne s'entendaient pas à merveille, quand même. Ne s'entendaient pas à merveille. Mais quand même, ils ont fait le chemin ensemble, Et les relations sans avec les casse. artistes dans le centre, comment est-ce qu'elles Bah, ça a été, comme je vous disais, c'était une grande famille. Et il y avait le fameux vendredi du centre. Il y avait le mardi et le vendredi. Le mardi, les artistes apportent leur tableau. Le vendredi, c'est le jour où les artistes reçoivent l'argent. Ou si vous avez vendu un tableau, vous attendez un peu vendredi pour venir prendre l'argent. Vous pouvez venir aussi avec une toile. Vendredi aussi, il y en a qui apportent des toiles le vendredi, mais généralement c'était le mardi. Et le vendredi, c'était le jour de rencontre des artistes, les Hugo Benoît, les Jasmin Joseph, tout ça, etc. On plaisantait, on donnait, par exemple, les Jasmin, et comment il s'appelait encore, et Valsin, Pierre-Joseph Valsin, le père de Valsin II, il était du centre aussi, donc on rigolait, donc c'était le jour des artistes, tous ceux qui étaient du centre, oui, qui passaient au centre, qui étaient des artistes du centre aussi.
Le vendredi, ils viennent là et ceux qui devaient emprunter de l'argent le faisaient, ceux qui devaient avoir de l'argent pour leur tableau. Ouais, si vous aviez vendu un tableau, vous allez auprès du comptable, on vous donne ce qui vous revient. Le centre avait un pourcentage sur les ventes, 30% sur la vente, lorsque vous laissez un tableau en consignation. Ouais, donc c'était comme cela que ça. Vous pensez que cet esprit justement de fraternité ou cet esprit convivial, il était dû à quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait que... Je ne peux pas vous dire exactement, mais je crois que ceci, dès le départ, existait au centre et on l'avait maintenu. On l'avait maintenu et ça allait normalement de par lui-même. Donc on n'a pas eu de problème pour se fraterniser comme cela. Donc, et de plus, ce qui est important aussi, le centre avait toujours de l'espace, avait toujours, en bas, il y avait un grand local, c'était extraordinaire, il y avait une grande cour où les artistes pouvaient se réunir, il y avait de l'espace aussi où les artistes pouvaient établir leur atelier. Jasmine Joseph travaillait avec son atelier au centre. Et Antonio Joseph également avait son atelier. Moi, personnellement, j'avais mon atelier. J'avais mon atelier jusqu'au tremblement. Ça restait au grenier. C'était mon atelier. Donc, à un certain moment, parce que j'habitais à Carrefour, à Fontamara, où quand je venais en ville, pour me faciliter la tâche, je restais en ville et je travaillais dans mon atelier. Il y avait toujours de l'espace pour les artistes et ça permet aux artistes de rester soudés. Je crois que ça a été la raison pour laquelle les artistes sont restés soudés. Je crois que l'espace que l'on a là favorise cette fraternité. Des artistes en résidence permanente? Pas en résidence permanente, c'est une façon de le dire. Non, enfin en résidence, en tout cas vous aviez votre espace. Oui, l'espace est à nous, donc on peut, il y en a, donc sauf on ne dort pas là, on ne dort pas au centre, mais on a son atelier, pas tout le monde, bien sûr, pas tout le monde. De toutes les façons, il y avait des artistes, je ne dirais pas privilégiés, mais quand même des artistes plus attachants, des artistes, comme je vous disais, moi personnellement. Je suis entré au centre en 69, je n'ai jamais vendu une toile à l'extérieur. Si on achète, c'est le centre qui vendait, c'est pas moi qui vendais. Justement, au niveau du marché de l'art, ça allait montrer dans le passé. Que ce soit le marché national ou international, le centre a-t-il joué un rôle dans votre carrière? Oui, bien sûr, parce que le marché international, c'est grâce au centre. C'est le centre qui se chargeait de vendre les toiles, donc, avec ses collectionneurs, ces gens qui venaient de l'extérieur. Et il y a une histoire assez intéressante, lorsque le centre devait laisser là où se trouvait, à la route de l'enterrement, la route de la Révolution, je crois, lorsque le centre devait laisser l'espace, et je crois que le centre a passé, je ne me rappelle pas exactement, environ une trentaine d'années dans cet espace, et le centre pratiquement devait s'acheter le bâtiment. Lorsque le propriétaire est venu offrir, le propriétaire disait qu'il décidait de vendre le local. Mais ça a été une façon de chasser le centre, une façon de mettre le centre à la porte. On a eu un voisin influent, qui était dans le commerce, c'est un certain Dérouleau, je crois, et il était représentait le lait, Carnation, Greenland, etc. Il était fournisseur. Donc, et lui qui voyait comment les choses allaient bon train, comment les étrangers venaient au centre, et comment ça, le commerce ou la vente des toiles, comment ça allait bon train, comment ça fonctionnait. Il se disait que s'il prend le local et qu'il fasse une galerie d'art à la place du centre d'art, donc comme ça,
il prendrait la place du centre. Alors on a demandé une somme vraiment exorbitante pour le bâtiment, pour l'édifice, et que le centre ne pouvait pas. Bon, Dieu merci, on a retrouvé l'autre bâtiment qui est tout aussi, même plus intéressant. Et justement, ce bâtiment-là, il a été acheté. Oui, il a été acheté par le centre. Avec quel... Ah, lequel? Le premier ou le deuxième? Le nouveau. Le nouveau. Oh, l'argent du centre. Le centre avait un fonds quand même. Oui, donc avec l'argent du centre. Et ça, c'était de l'argent qui était lié uniquement aux ventes Oui, d'œuvres oui, d'art. oui, oui. Donc c'était le fonds du centre, le centre. Il n'y a pas eu de mécène, il n'y a pas eu de... Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'était avec le fonds du centre. À ce moment-là, vous étiez présent quand il y a eu la transaction? Vous étiez... Non, je n'étais pas dans la transaction, mais j'étais là. Vous avez suivi? J'avais suivi, c'est moi. Parce que justement, j'allais avoir ça s'est passé exactement en 78. Je me rappelle, parce que c'est à ce moment-là que j'allais avoir mon exposition individuelle en 79. C'est moi qui vais inaugurer le centre, le nouveau centre, avec mon exposition en 79. Vous voyez, donc c'est arrivé à la fin de l'année 78 et j'ai eu l'exposition au début des années 70, au mois de mars, au février, au mars 79, que j'ai eu l'exposition tout de suite après l'acquisition du nouveau bâtiment. Donc, je participais au transport, tu vois, au déménagement, tout ça, etc. Je n'avais pas été présent dans la signature, mais j'étais là dans tout ce qui se faisait pour s'installer dans ce nouveau bâtiment. Les autres artistes ont également contribué et aidé à ce Certes. Parce que, comme je vous disais, il y avait des artistes qui sont restés fidèles, des artistes qui étaient plus proches du centre que d'autres. Il y en a qui venaient tout simplement pour vendre, pour faire une exposition ou autre, mais après. Est-ce que ce changement de lieu a provoqué quelque chose Absolument dans la vie rien. du centre? Absolument rien. Le centre était resté ce qu'il était. Et donc ça, parce que même le bâtiment, les gens qui venaient disaient ah mais ça n'a rien changé. Le bâtiment c'est comme si c'était l'ancien bâtiment. Même le bâtiment était presque pareil à l'ancien, ouais, une ancienne maison, un peu pas de style gingerbread, mais quand même un ancien bâtiment presque pareil à l'autre. Donc ça n'a rien changé, ça n'avait rien changé. Au contraire, on se disait c'est quelque chose de malheureux, bon. Parce que là, on laissait un petit peu le centre-ville, parce qu'on était au centre-ville, là pour aller à la Roi, qui était un lieu plus ou moins retiré, donc c'était plus intéressant. Y a-t-il eu dans la vie du centre, entre 1944 et 2010, des moments de rupture, des moments importants ou de bouleversement très marquants? Non, après le seul moment de bouleversement que l'on a eu, qui était connu de tout le monde, c'était la rupture de ces modernes avec le centre dans les années 50, en 1950, je crois plus précisément. Donc ça s'est arrivé en 1950. Mais après, donc, il y a eu de petits problèmes, mais pas vraiment de rupture, de problèmes. Ça a été violent cette rupture, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est Non, ils ont tout simplement abandonné le centre. Donc, quand même sans violence, il n'y a pas eu de violence. le centre à l'époque? C'était toujours Francine. Non, parce que j'étais pas là. J'ai l'impression que c'était DeWitt. DeWitt était là encore en 1950. DeWitt était là. Oui, DeWitt était là. Yeah. Et il en a parlé, vous avez retrouvé des traces éventuellement, des commentaires justement de... Non, ce que j'ai eu, je les ai eus par les artistes, par Dieudonné Sédor, que j'ai eu comme ami, par Néhémie Jean, et Francine Murat aussi, qui était là. Comment ont-ils été affectés? Enfin, qu'est-ce qui en est ressorti justement pour ceux qui sont restés? Comment est-ce qu'ils ont vécu cette scission? Ils se sont portés assez bien parce qu'ils n'ont pas eu vraiment de problème. Et ils n'étaient pas nombreux quand même, ceux qui avaient laissé le centre. Ils n'étaient pas tout à fait nombreux. Non, mais la majeure partie des artistes sont restés au centre. Et surtout les primitifs. Les primitifs, c'était vraiment leur chance d'avoir le centre. Parce que, et surtout aussi, les primitifs vont donner
vont donner comment dirais-je, un dynamisme à la peinture haïtienne, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on va avoir des expositions. Ils vont aider les modernes en quelque sorte. C'est grâce à eux qu'on va avoir des expositions à l'extérieur et les modernes allaient participer à ces expositions. Et les étrangers, tout à fait normal, parce que c'était nouveau. Ce style, cet art naïf était un peu nouveau pour les étrangers. Le moderne, c'est international, le moderne, c'est mondial, c'est la même chose. Donc, c'était en voyant ces naïfs s'exprimer de cette façon, donc tout le monde était emballé, était vraiment content de voir cela. On a eu des expositions à n'en plus finir, et les modernes participaient également. Vous pensez que justement ces primitifs, entre guillemets, étaient conscients de ce qu'ils étaient en train d'apporter à l'art haïtien? Ils étaient conscients parce que, par exemple, quand on prend Rigaud Benoît était l'un des maîtres de la peinture primitive, et si c'était pas... Parce qu'on va retrouver Hector Hippolyte qui n'avait pas fait long feu. Hector Hippolyte va prendre de l'ampleur au fil des ans. Mais à l'époque, Rigaud était le maître devant Hector. Il était le maître, il enseignait, il aidait en quelque sorte. Il enseignait les primitifs. Donc, il était professeur. Mais il était avant chauffeur du centre. Il était chauffeur de D8. Et il se déplaçait avec D8 à la recherche des peintres à travers le pays. Donc, et lui, lorsqu'il a fait son premier tableau, parce qu'on donnait des blagues tout le temps, on faisait des blagues, lorsqu'il me racontait à tout le monde, lorsqu'on se réunissait le vendredi, il racontait comment il est rentré dans la peinture, donc de chauffeur qu'il était. Et un beau jour, il a décidé parce que quand il regardait les naïfs qui faisaient, comme il disait, des petits tontons, il se disait capable de faire également. Et il a essayé, il a fait un petit tableau qu'il a apporté à D8 au centre. Et D8 l'a bien reçu. Et D8, et lorsqu'il l'a apporté, il ne l'a pas apporté comme son tableau, il a dit quelqu'un qui lui a donné. Il l'a apporté à D8. Et D8 lui a dit de dire à la personne de le faire d'autre. Et D8 lui a donné à un certain moment du matériel pour donner à cet artiste, pour l'encourager. Et finalement, Rigaud a dit que c'est bien moi l'artiste, etc. Donc c'est comme ça qu'il est devenu artiste et d'un talent extraordinaire, de style, c'est l'un des meilleurs primitifs. Donc c'est comme ça. Mais il y a eu une évolution de la peinture aussi et du primitivisme justement des débuts. Au cours de l'existence du centre d'art. Ça n'a pas une... Je crois qu'entre les années 40 et 80, donc il y a eu cette évolution, mais je crois qu'à partir de 80, il y a eu vraiment une dégradation. Ce n'est plus la même chose. Parce que les primitifs, au début, croyaient dans ce qu'ils faisaient, premièrement. Et deuxièmement, il n'y avait pas eu de problème économique. Ils vendaient tout ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils voulaient, à un certain moment, par exemple dans les années 80, et qu'ils voulaient faire beaucoup plus d'argent, je ne sais pas si c'est normal, ils commencent à avoir des élèves qui peignaient pour eux et qui signaient. Donc ils répétaient les sujets et surtout lorsque les étrangers, on les encourageait, ceux qui vendaient les galeries aussi, les galeries, certaines galeries, donc parce que le centre qui était une institution à but non lucratif, c'est ce qui gardait le centre. Ouais, donc, et le centre, tout au long de son existence, voulait rester une institution à but non lucratif. Et les autres galeries, c'était le commerce de l'art. Et il encourageait les artistes. Certaines, bien sûr, je ne dis pas toutes les autres galeries. Il encourageait les artistes à se répéter, ces primitifs à se répéter. Lorsqu'ils vendaient un tableau qu'un étranger met ceci, etc. Donc, et que ça allait montrer, ça allait
à merveille, donc il encourageait ses artistes, il ne les encadrait même plus, même plus. Vous voyez, donc à ce moment-là, il les encourageait, de préférence, tout ce qu'il faisait était bienvenu. Donc il les encourageait à se répéter, et commence à se répéter, à permettre à ses élèves de peindre et de signer eux-mêmes, etc. Donc, et ça a été vraiment un coup dur pour l'art naïf. Donc maintenant, je crois que... bon, est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. Maintenant, c'est... Vous liez ça au contexte économique, politique? Oui. Pas politique. Il n'y a pas de politique là-dedans. Donc, économique. Et comment Francine Murat a-t-elle vécu ce passage? Francine, parce que comme le centre, lui, le centre, c'est pour cela que les meilleurs primitifs, on les retrouvés au centre. Et c'est pour cela aussi que le centre a eu ce nom berceau de l'art primitif en Haïti. Donc, parce que Francine, lui, n'encourageait pas les artistes à se répéter. Lorsqu'il venait avec un tableau, il savait aussi qu'il ne pouvait pas venir avec un tableau refait, un tableau fait par un élève. Francine n'allait pas accepter. Et c'est pour cela que vous avez, jusqu'à sa mort, on a eu Jasmin Joseph qui est resté égal à lui-même. Égal à lui-même. Donc, malheureusement, Antonio et Gros Benoît était parti assez tôt. Et, bon, je l'ai connu, on s'est resté pendant une dizaine d'années, mais Jasmin, plus de 20 ans, environ 30 ans, donc il est resté lui-même, il y en avait d'autres. Vous voyez, il y en avait d'autres. Tous les primitifs du centre faisaient des tableaux extraordinaires parce que Francine n'acceptait pas n'importe quoi d'eux. Oui, donc il vendait ailleurs, mais pas au centre. Comment, dans mon lot de questions, comment avez-vous perçu l'effondrement du marché touristique du début des années 80 et ses conséquences sur le centre d'art? Les conséquences, c'était pas seulement pour le centre, c'était les conséquences pour la peinture haïtienne. Bon, par exemple, là maintenant, après le tremblement, c'est vraiment table rase, c'est la vache enragée. Donc, ouais. De la part du centre d'art pour... Non, le centre, du fait que le centre, qui n'était pas une institution à but lucratif, ouais, le centre ne tenait pas à faire de l'argent. Vous voyez, donc il avait besoin de l'argent pour subsister, de l'argent pour continuer à fonctionner. Oui, mais son objectif n'était pas de faire de l'argent, contrairement aux autres galeries. Donc ça a permis au centre de tenir. Oui, ça n'a pas affecté grandement, quand même. Ça a affecté le centre. Parce que quand même, donc la vente avait réduit considérablement. Donc, et le centre n'avait pas la même possibilité d'aider les artistes, vous voyez. Et même les jeunes, parce que le centre avait toujours cette politique d'aider les jeunes. C'est le centre. Le centre a été la seule galerie à ouvrir ses portes aux jeunes. Et les jeunes de l'ENART, ouais, c'est encore une bonne relation entre l'ENART et l'École nationale, entre l'ENART et le centre d'art. C'est au centre que toutes les promotions, les finissants, faisaient leur exposition au centre d'art. Donc le centre avait accepté volontiers d'organiser des expositions pour eux. Ce qu'ils n'avaient pas trouvé à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, donc si vous venez avec une chose, on ne prendra pas de chance. Il faudrait que ce que vous fassiez, ce que vous avez, il faudrait que ce soit vendable pour les autres galeries, pour qu'on accepte de faire une exposition pour. Vous voulez dire que Francine Murat, elle prenait des risques? Oui, dans ce sens. Elle donnait une chance à un jeune artiste inconnu. Oui, tout à fait, parce que là, le but n'était pas de faire de l'argent, de le présenter et de voir la réaction du public. Lorsqu'il voyait dans l'artiste certains talents, certaines possibilités, il lui donnait sa chance. Ouais, que ce soit groupe ou artiste individuel, donc exposition individuelle, c'était toujours comme cela. Donc alors là, le centre vraiment n'a pas eu à souffrir cette décadence du marché de l'art en Haïti.
Et pourtant, à la fin des années 2000, Ah non, là, il là. était... Oui, oui. Donc, il était plus en très bon état, le Et centre. le centre, Il y avait moins de fréquentation. ouais, bon, vraiment, il y a eu moins de, parce qu'il y a eu moins de personnes intéressées à l'art, à la peinture haïtienne. Donc, vous Je voulez ne sais dire que pas. c'était général C'était d'occupation, général, pas c'était simplement général. pour C'était général. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que bon, par exemple, des jeunes ont reproché souvent à Francine, et surtout au centre. Alors là, surtout au centre, au conseil du centre, c'est de n'avoir pas donné du sang neuf au centre. Vous voyez? Parce que Francine, à un certain moment, ne pouvait plus. Elle était tout à fait âgée et malade par-dessus tout. Hein, donc il fallait qu'il y ait d'autres personnes, de jeunes, et Antonio, qui le secondait, est même plus âgé que Francine, je crois. Antonio est plus âgé que Francine. Et Antonio ne pouvait pas. Antonio également ne vivait plus en Haïti. Il ne vit plus en Haïti. Donc tout ceci donnait des problèmes. Tout ceci a été comme un handicap pour le centre. Et Ouais. alors, pourquoi, d'après vous, les choses sont restées telles quelles, effectivement Francine est restée à son poste pendant 50 ans. Oui, oui, Ouais, toute sa vie. Finalement, personne n'a jamais remis en question sa présence. Enfin, ouais, arrivé à un âge canonique, n'importe qui aurait été. Oui, alors, donc, je crois aussi, je ne dirais pas le système, mais tout simplement parce que le centre, il ne peut pas avoir de problème parce que le centre n'a pas un propriétaire, le centre n'a pas de maître, le centre est un conseil qui dirige le centre. Ouais, donc personne ne pouvait revendiquer, disait que Francine est là trop longtemps, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas, même s'il y en avait des artistes, et c'est pour cela aussi, de temps à autre, des artistes laissaient le centre. Si vous prenez par exemple, Gessner Armand, qui était au début du centre, au début avec le centre, il y en a beaucoup d'autres qui étaient, ouais, beaucoup, tous les artistes sont passés au centre. Ouais, presque tous. Ouais, tous les anciens noms que vous avez sont passés. C'était comme une obligation. Il faudrait que l'on ait ceci dans sa biographie, que je fus au centre. Oui, ils sont tous. Justement, pour en revenir à une phase plus récente, où étiez-vous au moment du séisme? J'étais chez moi là. J'étais là, exactement, j'étais en train de travailler dans mon atelier. Et j'étais tout près là, sur un escalier là. Et pendant que je suis là, à regarder un petit peu là, c'est à ce moment que le séisme arrivait. Et je voyais trembler la maison. Je me suis jeté en bas. Donc j'ai eu, pas eu de casse en réalité, mais un petit choc. Donc Et quand j'étais là. avez-vous appris que le centre d'art avait été détruit? Le lendemain. Le lendemain, parce que c'était arrivé assez tard, le jour, donc ma femme était au travail, mes enfants à l'école, tout ça, etc. J'ai dû me déplacer pour aller voir comment. Il n'y avait pas de téléphone, à ce moment, on ne pouvait pas se communiquer. Et comment vous avez Donc, appris cela? Que le centre avait été détruit? non, on s'est mis en contact immédiatement le lendemain. Le lendemain, j'étais voir Francine, j'étais voir tout le monde, presque le lendemain même. Le lendemain, donc j'ai été au centre, j'ai vu les dégâts, donc tout le monde s'était mis ensemble pour se déplacer, aller visiter d'autres, essayer de communiquer, parce que le lendemain, on a eu le téléphone aussi, dès le lendemain, on se communiquait pour savoir comment vont les autres, donc on savait tout ce qui s'était passé. Et vous avez eu tout de suite, est-ce que vous avez pensé à chercher, fouiller dans les décombres? Quel a été votre engagement par rapport au centre? On n'a rien touché, donc, et tout simplement, on n'a pas fouillé dans les décombres. Ce qui était accessible, ce qu'on pouvait déplacer, donc il y avait des employés du centre, il y avait Maryse Desrosiers, il y avait Henri Célestin qui étaient des employés du centre, et les garçons du centre, tout ça, donc ils ont mis la main à la pâte et ils ont pris ce qui était prenable,
ce qui était là où il était accessible et ce qu'on pouvait sauver, on l'a fait. On a eu un conteneur, on les a mis dans un conteneur immédiatement. Je ne me rappelle pas qui nous avait. Est-ce que c'était Focal? Je croyais que c'était Focal qui avait mis ce conteneur à la disposition de ses employés. Donc peut-être une semaine. Et votre Et intervention 2 ou 3 jours après le tremblement, on a commencé une semaine après, on a eu le conteneur et on a mis des tableaux qu'on avait pu récupérer, ce qu'on pouvait récupérer, on les a mis dans le conteneur. Mais on a attendu et la mise sur pied du centre de sauvetage du patrimoine national de Smithsonian. Donc on a attendu ceci. C'est à partir du centre qu'on a fait des fouilles, qu'on a fait des recherches dans les décombres, qu'on a pu sauver le reste des choses qu'on pouvait sauver. Alors vous, personnellement, justement, quelle a été votre implication dans le sauvetage des œuvres? Oh, j'étais avec l'équipe, j'étais sur le site, travailler avec l'équipe. Et ensuite, j'ai été au centre là, travailler à la restauration, aux conservations et à la restauration de ces œuvres, au nettoyage, tout ça, etc. Donc, on a fait un travail formidable pour stopper les dégâts et établir des fiches, etc. Et tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse intervenir à la longue. Cela concerne combien d'œuvres? Environ 3000, je crois. Environ. Je ne me rappelle pas exactement, mais environ 3000 hein, pour le centre. Alors aujourd'hui, comment imaginez-vous la reconstruction du centre d'art? Je dirais concrètement, et aussi également dans sa mission, dans sa vision, dans son originalité, sa spécificité aussi par rapport à d'autres centres culturels de la Caraïbe ou de la région d'Amérique latine. Donc, moi personnellement, et je crois tout le monde aussi, hein, on attend la reconstruction du centre. Et à un certain moment, on n'y croyait pas. On se demandait, parce que dès le début, après le séisme, peut-être 2 ou 3 mois après le séisme, donc on parlait de reconstruction, on parlait d'organisations là-bas, d'institutions là-bas qui sont prêtes à aider, etc., etc. Mais on ne voit absolument rien. Donc on se demandait, jusqu'à ce qu'on a eu le centre de sauvetage, et donc on voyait un peu du concret, et c'est après, avec les contacts que l'on a eus et puis les nouvelles que j'ai eues aussi du conseil d'administration, donc qui m'ont assuré que ce sera fait. Donc pratiquement les fonds sont disponibles, il faudrait qu'on travaille là-dessus, sur le plan, sur les choses, etc. Donc on voudrait avoir quand même, et pas comme avant, on voudrait, après ce séisme, après cette expérience que l'on a eue, on ne peut pas avoir les mêmes choses. On doit avoir un centre presque comme un musée, où l'on a des espaces, des réserves, des endroits pour conserver les œuvres correctement, pas un dépôt. Vous voyez, il faudrait une construction moderne, une construction où l'on peut avoir un espace, un atelier de restauration dans le centre également. On aurait aimé tout cela, à la manière parce que le centre, quand même, c'est pas une galerie. La vocation du centre, c'est presque un musée. Il y a une exposition permanente au centre. Une exposition permanente des œuvres de Rigaud, de Jasmin, de Castra Basile, de l'équipe. Vous voyez, donc c'est une exposition, c'est une collection permanente. Et la mission pédagogique du centre, des origines, de l'origine. Oui, on doit conserver tout cela. L'école. Faudrait-il, d'après vous, l'ouvrir à d'autres disciplines artistiques, comme la photographie, la vidéo, à des disciplines? Bon, je ne veux pas trop rêver. Au moins pour les arts plastiques, au moins pour la peinture et le dessin, en fait peut-être un peu la céramique et la sculpture. Si on peut faire de la sculpture, un peu de céramique et puis le dessin, la peinture, je crois que pour démarrer, ce serait intéressant. Peut-être à la longue, s'il y a la possibilité d'augmenter, de mettre d'autres disciplines, tant mieux, mais quand même, le dessin et la peinture,
sont restés indispensables et c'est ce qu'il y avait. Et c'est ce qu'il y avait au début aussi, la céramique, il y avait au début au centre. Est-ce qu'il y avait la sculpture? Je ne me rappelle pas. Bon, une céramique sous forme de sculpture, mais il n'y avait pas de sculpteur et un atelier de sculpture au centre. Il faudrait que je me renseigne, je ne me rappelle pas. Donc, mais quand même, il y avait la céramique, il y avait le dessin, il y avait la peinture. Et vous lui voyez une mission sociale à ce centre, à ce nouveau centre? Bien sûr, conserver la même mission. Il a eu la mission sociale, c'était une mission sociale en réalité. Alors je ne sais pas, lorsque vous parlez de mission sociale, est-ce que d'ouvrir sur d'autres choses et essayer d'accueillir justement des personnes, des artistes, quelles que soient leurs origines sociales. C'est des œuvres sociales, là, à mon avis. Donc on le faisait, on va continuer à le faire. Donc là, est-ce qu'on va, je croyais que vous vouliez parler d'ouvrir ça, un peu par exemple essayer d'autres écoles, une école classique par exemple, pour donner des formations classiques aux jeunes, pour les préparer avant même d'arriver au centre. Je ne sais pas, donc peut-être que cela aussi, ce serait tout à fait intéressant d'avoir une contribution là dans la formation des jeunes, ouais, dans la formation classique des jeunes avant de passer à la formation artistique. Donc ce serait intéressant. Et vous-même, comment vous voyez-vous éventuellement dans ce nouveau centre? Comment voyez-vous votre place? Eh bien moi, alors là, vous me posez une question où la réponse est un peu difficile. Parce que moi, personnellement, j'ai d'autres chapeaux. Hein. Je ne suis pas seulement artiste, restaurateur et enseignant. Hein. Je suis évangéliste aussi, prédicateur de l'évangile, tout ça, etc. Et je dois vous dire que j'ai une autre conception des choses. Vous voyez, étant chrétien, hein, chrétien pratiquant, chrétien, mais étant évangéliste, vous voyez, donc j'ai d'autres conceptions de la vie et des choses aussi. Ouais, donc moi personnellement, je prépare ma retraite. Ma retraite, je ne dis pas que je ne vais plus peindre, plus restaurer, etc. Je vais mettre fin à l'enseignement, vous voyez, donc je dois mettre fin à l'enseignement. Et je dis toujours que là maintenant, après tout ce que j'ai donné, on ne donne jamais trop, tout ce que j'ai donné comme contribution à ce secteur-là, c'est le moment pour moi de penser à moi, à moi-même personnellement, parce que j'ai 65 ans. Donc, je crois que ça doit être le rêve de tout le monde, de vivre sa vie au moins 2, 3, 4 ou 5 années, si on a la chance. Ouais, donc on ne peut pas toute sa vie se battre, constamment se battre pour faire face, pour répondre à ses responsabilités. Je suis père également de 4 filles, donc ça, ce sont des choses qui me concernent, comme vous me parlez. Oui, père de 4 filles, donc l'aînée s'est déjà mariée, je suis grand-père, 2 enfants, elle vit au Canada, donc 2 filles. J'ai deux autres qui sont avec moi là maintenant, qui ont étudié en France et au Canada, qui sont revenus et qui travaillent au pays. J'ai la cadette, la Benjamin, la dernière, qui est au Canada, qui étudie également au Canada. Et c'est seulement la dernière qui me reste. Donc je suis en train de m'occuper de son éducation, de son université, tout cela. Quand j'aurai terminé, je vais mettre fin à beaucoup de choses. Hein. Je continue à travailler juste pour elle, pour finir avec son éducation, sa formation universitaire. Et après, bon, ça prendra peut-être 3 ou 4 ans de plus. Donc après, je me suis toujours dit que je dois accorder plus de temps voyez, à cette nouvelle mission que j'ai, à ce ministère que j'ai. Ouais, donc c'est une partie de... C'est comme une activité sociale aussi, hein, de m'occuper de la vie spirituelle, de la vie spirituelle, même des artistes, des autres, de tout ce que Dieu va mettre sur mon chemin. Et je me suis dit aussi que maintenant, mon avenir est derrière moi. Donc, je n'ai pas à courir après lui, donc c'est derrière moi. Donc, je ne vais plus me fatiguer, mais je serai toujours là pour donner des contributions. Je vais donner des séminaires, faire des workshops, des séminaires pour des étudiants, tout cela aussi. Donc, le centre,
On m'a même déjà contacté, vous voyez, le conseil m'a même déjà contacté pour le centre aussi. Je vais donner tout ce que je peux faire. D'accord, donc le centre je ne vais d'art pas vous- m'impliquer entièrement comme je le faisais avant, mais je serai toujours disponible pour donner ma contribution, vous voyez, au centre. Je crois que c'est très clair. Ah, clair, ah, c'est clair. Je vous souhaite une bonne retraite. Merci, merci. Ok. Donc c'est comme ça, on avait dit 25 minutes, on a pris parce que je ne sais pas combien, bon, c'est allez, on va toujours dire là. c'est une 25 minutes haïtienne. C'est fort intéressant et vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, Ouais, pour donc moi, c'est difficile de ne pas vous écouter, de ne pas vous relancer. C'est un privilège aussi et pour moi et pour les gens avec lesquels vous partagez ce que vous avez vécu. oui, 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 oui. Donc c'est comme ça. Alors on me connaît comme quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle. On me connaît comme très abondant, même trop abondant. Quand je commence à parler, c'est très difficile de m'arrêter. C'est très bien. Hein. Je pense que, Donc, c'est comme cela. Je savais que ça allait prendre beaucoup plus que 25 minutes. eh bien, j'apprécie. Je vais prendre une petite photo de. Mais oui, vous m'aviez dit que vous vouliez voir des papiers, je vais... Si vous avez des papiers, Oui, temps, elles sont... je vous prends là maintenant. Je reprends une seconde. Ça marche toujours par deux. Et une troisième même. Pas dérangé. Ça va? Ça va. Non, c'est fort intéressant. Écoutez, on espère vraiment. Ouais. On met tout en œuvre, en tout cas, pour que ce centre. Oui, c'est pas... On serait ravis de les voir. Mais oui, je vais attendre. Je vous arrive, hein? Ah, venez. Là, c'est une petite collection que je suis en train de monter là, les tableaux que vous voyez là. Ah, c'est votre collection là qui... Oui, collection de la famille. Hein. Donc, Ce sont vos œuvres? non, pas toutes. Non, ça c'est Louis XVI, ouais, c'est moi. Donc, c'est avec Jean-René Jérôme. Ouais, un style un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, c'est Antonio Joseph, un tableau d'Antonio Joseph au fond l'escalier que vous voyez à côté ici. Là. Antonio Joseph. Là, c'est Louisor. C'est Louisor. Escalier. Ah. C'est en peinture de... Ouais. Ah, ça, c'est une œuvre de Francine Murat. Hein. C'est Francine Murat, là. Vous allez nous la montrer encore. Ouais. De Francine. Elle l'avait dédié à la famille, Louis. Hein. On était très proches, hein. Bon ami. C'est une œuvre de quelle époque? Ça doit dater, disons 2000. 2000. Est-ce qu'elle l'avait daté? Je ne crois pas. Elle ne l'avait pas daté. Ah, c'est daté. Mai 96, paraît-il. Venez voir si c'est bien ça. 91 ou 91. 91. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres que vous voulez nous montrer? Je crois que vous en avez quelques-unes. Oui, mais une exposition inédite, des œuvres inédites.
C'était en 93, c'est à ce moment-là que je faisais ce tableau-là qui, par exemple, cette soucoupe volante, c'était Italiano Venta, c'était le stade de la Coupe du Monde en Italie qui avait donné cet aspect. Donc je m'étais inspiré de cela. Et de même, ces œuvres que vous voyez là, c'est celui-là. Donc, attention Sida, c'était un tableau de l'époque, de cette exposition, où je faisais des œuvres surréalistes et abstraites. Donc, ça ici, là, c'est l'un de mes premiers tableaux, le paradis terrestre que vous voyez là. Donc, je l'ai fait en 70, je suis arrivé au centre en 69. Ça, je l'ai fait en 70. 70, lorsque j'essayais, parce qu'à ce moment-là, où je vendais très peu, parce que on commençait, comme je vous disais, Francine me répétait, vous sortez premier tableau, de petits tableaux primitifs que tu avais fait, et moi qui voulais étudier, qui voulais devenir un réaliste, en classique, donc à ce moment-là, je m'étais à étudier. Donc, quand je voyais que ça n'allait pas, donc ce style-là se vendait un peu, style de jungle, on appelle la jungle, et j'avais fait, dans ce style, j'avais réalisé ce tableau en 70. Donc, ça, c'est moi également, la même exposition de 91, quand le titre de l'exposition, c'était « Quand le peintre s'évade ». C'était un moment d'évasion, donc où je faisais autre chose. Donc, ça, c'est un tableau que j'ai gardé de ma collection, que j'avais réalisé à Chicago dans un froid vraiment terrible, à Michigan. J'étais à Michigan pour une exposition à l'époque de l'embargo, en 93. J'ai été là en 93. Et j'étais resté 4 mois, tout l'hiver. Je suis allé en fin 93, 31 décembre 93. J'y étais et je suis resté jusqu'en avril pour pouvoir préparer l'exposition, parce que je devais avoir une exposition à Chicago. Dans le passé, j'exposais chaque 2 ans à Chicago, dans la galerie Nicole Gallery. Donc, je devais avoir l'exposition. On m'avait dit, bon, puisque vous ne pouvez pas travailler en Haïti, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait absolument, je ne pouvais pas. On m'avait proposé comme venir travailler en résidence, comme en résidence. Donc, j'ai été vraiment à Michigan, où il faisait encore plus froid que Chicago. J'avais trouvé une résidence là, d'un médecin donc, qui avait mis sa maison à ma disposition. J'étais tout seul dans la maison, sur près d'un hectare, avec beaucoup de neige. Donc je tenais à garder ce tableau en souvenir de ce moment-là. Donc je l'avais réalisé. Ça c'est le portrait de ma femme. Donc en souvenir de Paris, on était à Paris ensemble. Donc je lui ai fait la surprise pendant qu'elle dormait. Donc à Paris, je l'ai réalisé. Donc souvenir de Paris. Donc j'ai un autre tableau en souvenir de Paris aussi. Je crois que c'est... Mais c'est inachevé, je ne l'ai pas achevé encore. Mais c'est comme ça, c'est là, c'est... Donc, on voit la tour Eiffel en background. Donc, c'est encore souvenir de Paris 2. Alors, c'est ce qu'on a là. Eh bien, on va y voir. Oui, les documents, mais oui. Qui elle a fait maintenant?
Artiste. Bien sûr. Ah, mais, tu sais, c'est comme